Bonjour tout le monde. Donc, très heureux d'être parmi vous également en ligne pour cette présentation où je vais surtout parler de ce qu'on fait au GERAD. Mais avant ça, je vais avoir une introduction sur les modèles d'évaluation intégrés. Donc, je vais passer très rapidement évidemment sur les changements climatiques, passer un peu plus de temps sur les modèles d'évaluation intégrés et ensuite j'irai vers ce qu'on fait au GERAD. Donc, le GERAD, c'est le groupe d'études et de recherche en analyse des décisions. En fait, c'est un centre de recherche interuniversitaire. On a une centaine de membres qui proviennent principalement des universités québécoises. Donc, on fait de la recherche opérationnelle, de la décision, en fait. Des applications passées et ce qu'on fait également présentement. Ça, c'est le programme. Donc, bon, on vous expliquer les changements climatiques ici, mais moi, je m'intéresse plus précisément aux politiques climatiques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour répondre aux changements climatiques. D'une part, l'atténuation, donc réduire les émissions de gaz à effet de serre, l'adaptation, mais aussi des stratégies de géo-ingénierie. Donc, ça, c'est tiré du GIEC. Adaptation, atténuation, je pense que vous êtes assez familier avec ça. Et la géo-ingénierie, on va regarder tout à l'heure une mesure de gestion du rayonnement solaire. Une des mesures là, de type géo-ingénierie. Ça, c'est mon introduction. Ça va? On va passer un peu plus de temps maintenant sur l'évaluation intégrée. Alors, c'est quoi l'idée de l'évaluation intégrée? En fait, c'est une approche interdisciplinaire où on va combiner plusieurs champs de connaissances. Donc, en matière de changement climatique, on peut avoir des notions d'économie, on peut avoir des notions d'ingénierie, et puis aussi des notions climatiques. Et les modèles d'évaluation intégrée, c'est simplement des outils informatiques qui nous permettent de réaliser une évaluation intégrée. Alors, au GERAD, au fil du temps, on a développé, en fait, quand je dis on, ça inclut aussi tous les chercheurs, trois modèles. Le modèle Bahama, je vais revenir dessus, le modèle Merge et ses dérivés, et puis un collègue qui était un ancien directeur du GERAD, professeur Louloud McGill, qui a développé le modèle TIAM, The Integrated Assessment, Times Integrated Assessment Model. Donc, je ne vais pas en dire plus là-dessus, mais si vous avez des questions, je pourrais revenir sur ce modèle. Donc, le rôle des modèles d'évaluation intégrée, ça sert d'interface en fait entre le côté politique et puis la science du climat au sens large. Donc, en particulier, on a dans le français UNFCCC, Convention 4 sur les changements climatiques, j'imagine, avec les conférences Conference of the Parties. Je vais essayer de donc m'efforcer de parler en français, mais j'ai comme des acronymes qui viennent en anglais, je m'en excuse. Et puis d'un autre côté, on a le GIEC qui, lui, donne, par exemple, un point de vue scientifique sur la question et qui utilise en particulier les modèles d'évaluation intégrés. Plus précisément, qu'est-ce qu'on peut faire avec les modèles d'évaluation intégrés? C'est des trajectoires futures de gaz à effet de serre. Et on suit pour ça en particulier les SFPS, je ne connais pas l'acronyme en français, Shared Social Pathways. Dans le dernier GIEC, on parle de 5 scénarios. Ça va d'un scénario dit soutenable jusqu'à un scénario où on continue à utiliser massivement les fossiles. Alors, ce qui est intéressant de voir, on a dit ici, c'est quel est le forçage radiatif, en particulier en 2100, associé avec ce genre de développement. Par exemple, ici, quand on prend un scénario moyen, on va dire middle of the road, on aurait un forçage radiatif de 7.0 en 2100 versus un forçage de 8.5 lorsqu'on est dans un scénario SSP5. Okay. Alors moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de voir l'effet de politique climatique sur le développement des émissions et puis en conséquence les changements climatiques. Et donc, on peut regarder par exemple les effets de l'atténuation. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde donc, les résultats du GIEC, quand on part sur un scénario SSP2, on peut descendre par exemple jusqu'à 1.9 de forçage radiatif en 2100, alors que lorsqu'on est plutôt sur une trajectoire au départ SSP5, avec des mesures d'atténuation, on ne peut pas aller en dessous de 2.6. Okay. Donc ça, c'est ce qu'on trouve dans le GIEC. Et aussi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de regarder la combinaison de politiques. Donc, quand on combine l'atténuation, l'adaptation, voire la géo-ingénierie pour répondre au changement climatique.
Et je vais avoir quelques illustrations de ça avec des modèles plus ou moins complexes. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans un modèle d'évaluation intérêt? On va dire c'est une espèce de grosse boîte noire, au sens large. On a un certain nombre d'équations qui représentent l'économie, le système énergétique qui est très important pour regarder notamment les émissions de dioxyde de carbone. On peut avoir un module qui va représenter les changements d'affectation des terres, soit la forêt ou les terres agricoles, évidemment un module climatique. Qu'est-ce qu'on met dedans? On peut avoir des hypothèses de croissance macroéconomique, type PIB, évidemment des hypothèses sur l'évolution de la population. On va pouvoir y mettre toutes sortes de politiques énergétiques, climatiques. Et puis, on peut avoir aussi évidemment d'autres hypothèses qui sont très importantes, comme par exemple le progrès technologique pour tout ce qui est l'utilisation de l'énergie, le secteur énergétique. Qu'est-ce qu'on a comme résultat typique? Les croissances réalisées, en fait, les émissions de gaz à effet de serre. On peut avoir le détail de l'évolution du secteur énergétique, donc énergie primaire, finale, etc. Si on a un module terrestre, on peut avoir aussi les changements d'affectation des terres. Okay. Donc, la plupart des modèles ont ces premiers, deuxième et quatrième composantes. Certains modèles ont aussi un module terrestre, mais pas tous. Alors, donc, ceci, c'est en fait tiré d'une étude qu'on a fait très récemment où on s'est intéressé, dans le cadre d'un projet sur la filière hydrogène, à quels sont les modèles d'évaluation intégrée qui considèrent de façon explicite la filière hydrogène. Donc, les exemples tournent autour de l'hydrogène, et je pense que c'est pas mal représentatif de ce qu'il y a dans les modèles d'évaluation intégrée. Comment on les caractérise? Donc, la première, donc ici, en fait, vous avez une liste de modèles qui sont à gauche, donc AIM Hub jusqu'à Which, je crois que c'est une douzaine de modèles, et elles se caractérisent par un certain nombre de points comme l'approche économique, la structure mathématique, les hypothèses sur le futur, ou comment les agents perçoivent le futur, la perspective énergétique. Est-ce que c'est une approche montante ou descendante? Et puis aussi la façon dont c'est construit. Okay. Donc, je vais passer ces piliers, ces caractéristiques les unes après les autres pour bien différencier un petit peu les modèles. Et je comprends que si vous avez des questions, c'est plutôt à la fin. Donc, je vais y aller, mais donc réserver les questions pour la fin. Première distinction, est-ce que la perspective économique, est-ce que les modèles réalisent au calcul un équilibre général ou partiel? Donc, équilibre général, ça veut dire qu'on va considérer l'ensemble de l'économie. Donc, par exemple, pas juste le secteur énergétique, qui sont responsables comme une grande partie des émissions de gaz à effet de serre, mais tous les secteurs. Okay. Et à ce moment-là, les modèles calculent un équilibre dit général, c'est-à-dire que tous les marchés, donc tous les secteurs sont en équilibre. Offre égale demande sur tous les secteurs. Donc, un exemple de ça, c'est le modèle GEM3 qui est utilisé par la Commission européenne, un modèle d'équilibre général calculable. Sinon, on va sur de l'équilibre partiel. Donc, ça, c'est des modèles, par exemple, qui vont, en fait, je vais reparler du modèle TIAM, qui vont regarder plus précisément le secteur de l'énergie, par exemple. Quand je dis un seul marché, c'est sans doute le plus précisément. Donc là, on peut dire même c'est des marchés, parce qu'on peut regarder le marché de l'électricité, le marché de l'essence, etc. Mais on peut voir ça comme un seul secteur, le secteur de l'énergie. Donc, d'un point de vue macroéconomique, c'est qu'un seul marché, l'énergie. Donc, on peut aller beaucoup plus en profondeur sur le secteur de l'énergie, mais par contre, on va pas mal négliger. Donc, je pourrais revenir là-dessus, vous avez des questions, mais on va négliger une partie du reste. En tout cas, ce n'est pas explicite. Donc, ça, c'est l'exemple de TIAM. Un modèle à la taille, pour ceux qui connaissent, un modèle énergétique très détaillé. OK. Donc, ça, c'est une première façon de caractériser les modèles. Est-ce que c'est l'équilibre partiel ou l'équilibre général? Ensuite, on va s'intéresser à la structure mathématique et puis la perspective du futur par les agents. Alors, on peut avoir une approche, par exemple, qui est dite dynamique récursive. Donc, les agents ont une vue myope du futur, et puis l'optimisation, donc par exemple, si on a un modèle d'équilibre général calculable, on va calculer les équilibres sur tous les marchés, mais c'est à une période donnée. Donc, c'est des modèles, je voulais le préciser, qui évidemment se projettent dans le futur, par exemple jusqu'en 2100, 2150,
souvent par des pas de temps de 10 ans. Okay, donc, on va calculer à une période donnée l'équilibre de tous les marchés. Et après ça, on va passer une information pour le futur. Typiquement, c'est l'accumulation de capital dans chaque secteur. Et à ce moment-là, l'agent représentatif, donc on a en fait des producteurs qui maximisent leur profit dans chaque secteur, vont se dire, OK, là, je suis 10 ans plus tard, j'ai cette accumulation de capital, comment est-ce que je fais avec ça? Pour aller optimiser mon profit dans la période considérée. On peut contraster ça avec les modèles qui font de l'optimisation intertemporelle. Donc, je vais revenir en fait avec le modèle TIAM. Donc là, on va typiquement minimiser le coût total du système pour satisfaire les demandes énergétiques. Et donc, c'est une optimisation intertemporelle, c'est-à-dire que l'agent a une connaissance parfaite jusqu'en 2100, 2150. Donc, tout est connu. Okay, donc, ça s'appelle un perfect foresight, vision parfaite du futur. Il y a des modèles qui ont ce qu'on appelle la limited foresight, c'est-à-dire qu'en fait, ils voient seulement, par exemple, 3-4 périodes en avance. Donc, par exemple, ils vont dire, je vais optimiser sur les 20 ou 30 ans prochaines années. Puis après ça, c'est horizon roulant. Donc, dans 10 ans, ils vont reprendre en voyant un autre 30 ans, 40 ans, peu importe la taille de ce que s'appelle le limited foresight. Donc, c'est soit une connaissance complète, soit partielle versus cette mieux. Bon. Alors ça, c'est très important aussi, c'est la perspective de la prise en compte du secteur de l'énergie. Okay, donc l'approche montante ou descendante. Puis il y a aussi des modèles qui suivent une approche hybride. Donc, l'approche descendante, c'est purement de la macroéconomie. C'est-à-dire qu'on utilise pour expliquer la production des grandeurs agrégées. Par exemple, le travail, le capital, etc. Et alors, je vais illustrer ça. Donc, l'exemple ici, c'est toujours un modèle d'équilibre général calculable. Et on illustre ça, en fait, sur... bon, encore une fois, c'est tiré d'une revue de la littérature sur l'hydrogène. Donc, si on avait un secteur production d'hydrogène, mais ça peut être n'importe quel secteur, produits chimiques, peu importe, n'importe quel secteur. Donc, une façon typique de représenter, c'est qu'on a différents agrégats, puis au fur et à mesure, on descend dans un arbre, et puis on voit de plus en plus le détail. Donc ici, on aurait un agrégat entre ce qui s'appelle la consommation intermédiaire. Donc, par exemple, je sais pas, pour produire l'hydrogène, on aura besoin, je sais pas, d'acier, on a besoin de services, d'assurance, etc. Donc, différents secteurs qui fournissent pour la production d'hydrogène. Et puis un agrégat ici qui est capital, travail et énergie. Et ce qu'on a entre les deux, c'est une élasticité substitution. C'est-à-dire que lorsque le prix relatif d'un facteur versus l'autre varie, on a une substitution d'un facteur versus l'autre. Quand un facteur devient moins cher, on l'utilise un peu plus versus l'autre. C'est ça que ça dit, une élasticité de prix. Donc ensuite, par exemple, on peut avoir ici la valeur ajoutée, capital, travail, et puis là l'énergie. Puis on peut ensuite descendre, travail, capital. On peut différencier différents types d'effectifs. Donc, comment dirais-je, labor, bon, les employés qualifiés, non qualifiés, le capital, évidemment l'énergie. Bon, on a par exemple soit un électrolyseur, donc on a besoin d'électricité, on a par exemple quelque chose qui utilise le steam methane reforming, le reformage du méthane. Donc on va utiliser du gaz naturel par exemple, ou un fossile pour faire de l'hydrogène. Okay. Comme ça, c'est une vision macroéconomique. Alors, un modèle macroéconomique, ça regarde en fait juste les valeurs monétaires en fait. Donc c'est par exemple la valeur du capital, la valeur de l'électricité que le secteur achète. Okay. Donc c'est que des inputs monétaires. Et on va contraster ça maintenant avec une approche dite montante, où là, on va regarder notamment pour le secteur de l'énergie, les processus de façon très détaillée. On travaille en flux énergétique. Donc, on parle de kilowatts, on parle de joules, etc. Okay. Bon, ceci dit, on a quand même des technologies avec leurs caractéristiques technico-économiques, combien ça coûte pour investir, c'est quoi le coût d'opération, la maintenance, etc. Alors là, ce serait une représentation de la filière de l'hydrogène potentiel. Donc, par exemple, on va se dire, OK, on peut utiliser de l'hydrogène pour le transport. Donc, l'hydrogène ici, il va falloir, donc ça c'est de l'hydrogène, il va falloir l'amener, par exemple, point de consommation.
Donc, on peut utiliser des camions, on peut utiliser des pipelines, des pipelines, etc. Et cet hydrogène, il va falloir le produire. Donc là, on va avoir ici toute une série de façons de produire l'hydrogène potentiel. Donc, toutes ces technologies, normalement, sont modélisées. Je vais avoir un ou plusieurs électrolyseurs modélisés avec ces caractéristiques techniques, entrée, sortie, enfin, les efficacités, etc. Et puis, tout ce qui est donc, les coûts d'investissement, les coûts d'opération, etc. Même chose, j'avais parlé tout à l'heure d'un steam methane reforming, il est ici. Donc, avec ou pas capture et séquestration du carbone. Donc aussi, j'ai les émissions à chaque étape de la chaîne de valuation. Donc là, on est en flux énergétique, puis on calcule des émissions aussi en kilogrammes ou en tonnes. Donc c'est vraiment très contrasté entre une approche macroéconomique. Ça, c'est une approche plus ingénieure, en fait. On va regarder chaque boîte en détail. Et puis après, on a des flux d'énergie pour, par exemple, satisfaire une demande. Ça, c'est le principe d'une approche montante. Et c'est ce qu'on retrouve dans tous les modèles énergétiques. Donc là, je parle des modèles d'évaluation intégrés, mais quand vous prenez un modèle énergétique, du secteur de l'énergie, en général, c'est ce qu'il fait. Si c'est une approche montante. Donc là, j'ai mis pour l'hydrogène, mais imaginez, donc vous avez ça, c'est l'hydrogène, vous avez l'électricité, vous avez l'essence, etc., etc. Et puis, il y a des modèles hybrides. Donc, le modèle sur lequel je vais terminer ma présentation, le modèle Merge, lui, en fait, il combine les deux approches. Donc, on a à la fois une représentation montante avec des technologies génériques ou spécifiques du secteur de l'énergie, cette partie ici. Et puis, vous avez une approche plus macroéconomie descendante pour représenter en fait les autres secteurs. Donc là, c'est super agrégé parce que c'est tous les autres secteurs dans le modèle Merge. Donc, avec des valeurs de type travail, capital, etc. Vraiment de la macroéconomie. Et puis aussi, une dernière caractéristique qui est importante, c'est la façon dont les modèles sont construits. Donc là, on a fait l'exercice pour la partie climatique, mais en vérité, on peut regarder tous les différents modules. Donc, je parlais par exemple économie, énergie, si un module terrestre, un module climatique aussi. Alors, on peut avoir des modèles qui sont relativement compacts, on va dire. On peut presque parler de macro-modèles, où en fait, on a des modules très, très intégrés pour les différentes catégories, par exemple économie, énergie, climat, environnement. Et ça, c'est le principe du modèle Merge. Où vous avez des modèles qui sont composés de modules. Alors, soit ces modules sont hard link connectés en dur, je peux dire, comme ici. Là. Alors, ça ressemble à ça, sauf que là, on peut vraiment, c'est fait pour être, les modèles pour être tournés séparément. Donc, Message, c'est un modèle d'évaluation intégrée, et Globium, c'est un modèle d'affectation des terres. Ils sont connectés en dur. Ou vous avez un autre exemple ici, c'est Message magique. Donc, magique, c'est un modèle climatique, mais relativement simple, si je comprends bien, simpliste. Et par rapport à ce que je fais, moi, c'est simple. Alors, peut-être que moi, ce que je fais, c'est simpliste. Et Message, donc c'est un modèle d'évaluation intégrée. Là, c'est vraiment juste les modèles tournent séparément, puis ils échangent juste des données. Donc, évidemment, quand on va dans cette catégorie-là, on peut prendre des modèles de plus en plus complexes, mais évidemment, ça peut prendre pas mal de temps à faire tourner et puis à échanger les données. Alors qu'ici, on a comparativement des modèles plus simples, mais on peut faire beaucoup de simulations, parce que tout est intégré. Quand je dis plus simple, ça prend quand même, pour vous, c'est hyper rapide, ça peut prendre 15 à 30 minutes pour avoir Quand on veut faire de la simulation Monte Carlo, quand on veut faire, je sais pas, des dizaines de milliers de simulations, ça fait quand même beaucoup. Je vais vous montrer un modèle qui est comme ça. Et je sais que pour vous, c'est hyper rapide. Voilà. Donc ça, c'est la présentation un peu plus générale de l'évaluation intégrée. Alors, je vais vous montrer maintenant quelques exemples de ce que j'ai fait dans le passé. On va commencer par un modèle presque simpliste, en fait, qui est le modèle Bahama. Puis on va aller progressivement vers des modèles un peu plus complexes. Donc, première application. Alors ici, c'est un papier qui date un petit peu, mais bon, je veux dire, ça donne un petit peu une idée de ce que j'ai fait au fil du temps, qui a été fait avec des collègues de l'Université de Zurich, et puis aussi un climatologue de l'ETH, Reto Knutti, vous connaissez peut-être.
Donc, on s'est intéressé à la gestion du rayonnement solaire. Donc, l'idée, c'est d'envoyer du souffle dans la haute atmosphère pour bloquer le rayonnement. Alors, ce qu'on a trouvé, donc là, c'est un papier qui date de 2015, donc a été écrit peut-être en 2013, 2014. Donc, c'est la connaissance à ce moment-là. Peut-être les choses ont un petit peu évolué. Donc, en tout cas, à ce moment-là, on pensait que c'était une façon de garder la température artificiellement basse. Et puis, ça pouvait servir de mesure rapide à mettre en place si on s'approchait d'un point de bascule dans le système climatique. Okay. Mais toujours dans la littérature à cette époque, où il y avait un certain nombre de risques qui étaient associés, comme par exemple les problèmes de déplétion d'ozone, les problèmes aussi sur l'équilibre météo, et puis aussi, pour que ça marche, ma compréhension, il faut continuer à injecter du soufre dans l'atmosphère. Okay. Donc, si à un moment donné, on n'est plus capable de le faire, ça peut poser des problèmes. Okay. On va voir ça avec un modèle, encore une fois, plutôt simpliste. Donc, Bahama, en fait, pourquoi ce nom? C'est parce que je l'ai fait avec deux collègues, un qui s'appelle Alain Henry et l'autre Roland Malamé. Donc, ça donnait Bahama. C'était l'époque où le président Obama était en fonction et un de mes collègues ont dit on devrait appeler ça le modèle Obama. Moi, je lui ai dit non, sans doute, ça aura la durée va être moindre que si on l'appelait Bahama. Bahama, c'est bon. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec les travaux de William Nordhaus, qui a obtenu le prix Nobel en économie en 2018. Donc, il a utilisé un modèle, il utilise un modèle qui s'appelle TICE, qui est pas mal simple, c'est de la macroéconomie. Nous, c'est un modèle très similaire, légèrement plus complexe, au sens où, au point de vue économique, on a deux secteurs versus un seul dans TICE. On a un secteur qui est un secteur de l'économie traditionnelle, qui utilise l'énergie fossile, et un secteur où on a eu une transition énergétique, donc bas carbone. Une seule région mondiale, donc c'est très simple, ça va jusqu'en 2150. Donc, on a les émissions de gaz à effet de serre, on a une relation, je vais vous montrer ça tout à l'heure, relativement simple, qui va des émissions jusqu'à la température. On a les mesures de gestion du rayonnement solaire, donc l'impact sur la température, mais aussi on a une évaluation des dommages. Ensuite, on a un impact net, et puis on peut aussi s'adapter. Je vais vous montrer quelques équations tout à l'heure. C'est de la macroéconomie, donc c'est assez simple. Et on a les dommages après adaptation, donc les dommages nets qui impactent la possibilité de croissance économique. Donc c'est un modèle très simple, mais on peut quand même en tirer des enseignements. Ah oui, à quoi ça ressemble un modèle donc, de macroéconomie? Donc ici, on maximise une fonction de bien-être et une fonction actualisée d'un logarithme de consommation. Donc on a une fonction utilité qui est marginalement décroissante avec la consommation, ce qui est raisonnable. Et ici, par exemple, on a un exemple de fonction CES. On a donc CES, ça veut dire fonction de production à élasticité de substitution constante. Donc, la façon de changer d'un facteur à l'autre, c'est constant par rapport à une élasticité prix. On a ici l'énergie, donc le travail, et puis le capital. Donc, c'est une fonction KLE. Okay. Comme il dit, c'est une fonction KLE. Bon, ça ressemble à ça. Comment est-ce qu'on a modélisé les impacts donc, les effets négatifs de cette mesure d'injecter du soufre dans la haute atmosphère? En priori, on ne savait pas. Donc, on a utilisé une approche binomiale pour représenter l'incertitude. Donc, ce qu'on a dit, c'est à partir d'un paramètre alpha GE qui représente l'impact initial de la mesure, on peut soit avoir une augmentation, donc ça veut dire que le système terrestre est de plus en plus sensible au soufre qui se dépose, ou au contraire, on a une espèce d'adaptation inhérente au système et on a comment dirais-je, les dommages qui diminuent. Donc, on augmente les dommages avec une probabilité P et on les diminue avec une probabilité A-P. Okay. Donc, ici, on a a priori, on peut aller jusqu'à 100% de dommages et ici, c'est 0. C'est vraiment les deux extrêmes, quoi. Et en fait, on a commencé par regarder dans un cadre déterministe. Donc, on a atténuation, adaptation, puis les trois mesures ensemble. Et les effets modérés, c'est lorsqu'on a les dommages constants qui correspondent à... Donc, il faut regarder l'équation complète, mais c'est avec un 1,5% de perte de PIB. Okay.
Sinon, on va vers les dommages forts qui sont jusqu'à 100% progressivement ou jusqu'à zéro. Donc, ça veut dire comme pas de dommages. Alors, bon, encore une fois, c'est des modèles très simples, hein, mais ce qu'on peut regarder de façon un peu agrégée, là, c'est ici, en fait. Là, vous avez, je ne vais pas rentrer tout de suite dans le détail entre proactif et réactif, l'adaptation, mais si vous voulez, vous avez l'adaptation que vous faites quasiment tout le temps d'adaptation. Okay. Ça, c'est comme une politique efficace. La géo-ingénierie, en fait, ça dépend du niveau de dommage, évidemment. Lorsque les dommages sont forts, on n'en fait pas. Lorsque les dommages sont dits un petit peu modérés, on en fait une période, 1.5. Et en fait, la façon dont ça a été choisi, pourquoi 1.5, c'est parce qu'à partir de ce niveau-là ou en dessous, on commence à faire de la géo-ingénierie. Au-dessus, on n'en fait pas. Et puis, l'atténuation, en fait, ça vient dans la diapositive suivante. Lorsque on a, encore une fois, un modèle très très simple, hein, lorsqu'on a seulement l'atténuation, ben, on en fait à partir d'une certaine période. C'est du coup, je reviendrai peut-être là-dessus, si vous avez des questions, mais c'est du coup bénéfice. Donc les trajectoires sont toujours plus élevées. Un petit peu plus. On va revenir là-dessus. Donc là, à partir d'un certain moment, on a une transition rapide vers l'économie propre lorsqu'on n'a que cette mesure. Lorsqu'on a l'adaptation, grosso modo, l'adaptation, ce que nous disent ces modèles, c'est que ça nous fait gagner un certain nombre de périodes par rapport à la transition rapide vers une économie bas carbone. Par contre, lorsqu'on fait la géo-ingénierie, ben, ce qui se passe, c'est qu'on reste bloqué avec l'économie fossile. Parce que ça coûte beaucoup moins cher d'envoyer juste le soufre dans l'atmosphère, surtout s'il n'y a pas d'effet secondaire, versus faire une transition énergétique. Donc, c'est ça ce que ça dit. Maintenant, quand on regarde l'évolution des températures, donc, lorsqu'on est en coût-bénéfice, ici dans ce modèle, on a un overshoot. On dépasse le 2 degrés, puis après on descend. Okay. Donc, pendant un certain nombre de périodes, on est au-dessus on est entre 2 et 2,5. Par contre, quand on met en place les mesures de géo-ingénierie, puis on pense que ça marche, c'est ce qu'on modélise, on revient au niveau quasiment pré-industriel. Mais par contre, puisqu'on reste bloqué dans l'économie fossile, les émissions de dioxyde de carbone, gaz à effet de serre continuent d'augmenter, puis la concentration de gaz à effet de serre augmente aussi. Donc, je vous laisse lire la courbe, mais ça monte assez. Bon, ça c'est le cas déterministe. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait la simulation. Donc en fait, on a fait l'étude stochastique avec les trajectoires. Donc il y a environ 32 000 scénarios, enfin trajectoires possibles. Donc, et après ça, ce qu'on a fait, on a fait varier le niveau initial. Donc ça part de moins d'1% et ça va jusqu'à 10% de perte de PIB, le niveau initial. Et à partir de là, on a les 32 000 trajectoires possibles. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que l'adaptation ici, ben, on en fait quasiment tout le temps. Donc ça, je me dis que c'est super robuste comme mesure, d'après le modèle. C'est très simple. D'après le modèle, on dit que l'adaptation, c'est toujours gagnant, c'est très robuste comme approche. L'atténuation, ben, c'est entre 80 et 95% des scénarios. Évidemment, ça dépend de la géo-ingénierie. Par contre, la géo-ingénierie, évidemment, on en fait quasiment dans tous les scénarios quand il n'y a quasiment pas de dommages. Mais dès que les dommages augmentent un tout petit peu, donc là, par exemple, c'est 1%, 2%, etc., on voit que le nombre de scénarios dans lesquels la géo-ingénierie est utilisée diminue radicalement. Donc, ça nous fait dire dans le papier que ce n'est pas du tout robuste comme approche de cette affaire de géo-ingénierie. Et puis aussi, bon, il y a toute une... donc, si ça vous intéresse, pour aller voir dans le papier, on a fait toutes sortes d'expériences. Donc ça, c'est une expérience où on était en fait dans un scénario de fort impact, mais le décideur était était comme aveugle à ce fait-là. Donc pendant quelques années, pendant quelques décennies, il utilisait la géo-ingénierie en pensant qu'il n'y avait pas d'impact. Mais à partir d'un certain nombre de périodes, il se rend compte en fait qu'il y a des impacts majeurs. Donc là, il se dit, OK, il faut que j'arrête tout et je passe à la transition. Mais le temps qu'il fasse la transition énergétique, les concentrations ont augmenté. Donc, bon, encore une fois, c'est des modèles assez simples. Là, on a une augmentation très rapide de la température. Donc ça encore une fois, ça nous fait dire que c'est peut-être pas l'idée du siècle, cette affaire de géo-ingénierie. À partir d'un modèle encore très simple. Bon. Deuxième étude, c'est encore plus vieux, ça date de 2011, et ça a été fait aussi peut-être avec des personnes que vous connaissez, donc Neil Edwards, maintenant je pense qu'il est rendu en Angleterre,
Et puis Thomas Stocker, je ne sais pas si encore, peut-être déjà à la retraite, je ne sais pas, mais en tout cas, il est à l'université de Berne. Vous connaissez aussi un climatologue, donc on a fait ça j'ai fait ça avec cette personne-là. Donc, un petit peu d'histoire. Le modèle Merge, ça a été développé en premier lieu à l'université Stanford. Et moi, j'ai commencé à travailler dans les années 2000 sur ce modèle. En particulier, j'ai ajouté le progrès technologique endogène. Donc, plutôt que d'avoir des hypothèses de progrès technologique, je pense se dire par exemple que le solaire, l'éolien, l'hydrogène va observer des réductions de coûts d'investissement de tel niveau, admettons, aux 5 ou 10 ans. On fait ça de façon endogène, c'est lié par exemple à le nombre de centrales qu'on construit ou l'argent qu'on investit en recherche et développement. Donc, c'est des décisions endogènes au modèle. Bon, il y a un certain nombre de choses qu'on a fait avec ça, dont cette étude avec ce modèle sur un point de bascule. Donc, le modèle Merge, par rapport à ce que j'ai montré, il n'y a pas de module de changement des terres. On a donc un module macroéconomique, un module énergétique, un module climatique et un module de dommages. Donc là, on n'a pas d'adaptation non plus dans cette version. Okay. Et on peut faire du coût-efficacité, c'est ce que je vous montrais ici, où on va se dire on a des contraintes de changement de température et on veut les respecter à tout prix. Okay. Donc, c'est quoi la façon la plus efficace pour respecter ces contraintes de température? On peut faire aussi du coût-bénéfice, où là, on va équilibrer les coûts de réduction des gaz à effet de serre avec les bénéfices engendrés par le moindre de dommages. Donc là, on fait du coût-efficacité dans cette étude. Alors, le modèle Merge, ça c'est la version plus historique. Il y a 9 régions. Donc, par exemple, ici, on reviendra tout à l'heure là-dessus, mais le Canada, ça, c'est un modèle fait à Stanford. Il y avait mis le Canada avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Pour la taille du okay. Bon. Voilà. Bon, mais par contre, il y a quelques pays, comme par exemple, évidemment, les États-Unis, c'est un pays seul, etc. Je montrer à quoi ça ressemble maintenant. Ça, je pense que je l'avais déjà montré. Donc, la partie énergétique, c'est une approche montante, technico-économique, une approche ingénieur, avec quelques technologies spécifiques, mais aussi des technologies génériques. Donc, par exemple, on va dire c'est advanced low cost, donc c'est une technologie propre à bas coût ou à coût élevé. Donc, ce n'est pas précisé dans le modèle. Donc, en fait, comme tous ces modèles-là, on va capturer les substitutions entre filières énergétiques pour réduire les gaz à effet de serre. On a une partie macroéconomique, donc là, c'est super agrégé, c'est tout le reste, tous les autres secteurs, agriculture, industrie, services, etc. C'est tout mis dans une simple fonction de production. Donc, est-ce que j'ai une équation? Oui, je l'ai là ici. Donc, ça ressemble un petit peu au modèle DICE, c'est très, très classique en économie. Ça s'appelle néoclassique, justement. Donc, on a ici aussi, on maximise une fonction de bien-être qui est actualisée, donc avec taux d'escompte. C'est basé sur les logarithmes de consommation, donc c'est marginalement décroissant. On a ici une fonction de production qui est aussi une CES. On a la valeur ajoutée ici, capital travail. Et puis ici, on a 2 agrégats électriques non électriques. Mais ça reste encore une fois une fonction CES et ainsi de suite. Donc, c'est de la macroéconomie. Okay. 3 gaz à effet de serre. Donc là, on passe des émissions à la concentration, au forçage radiatif, à la température. Puis on calcule juste la température globale là, sur la Terre. Faire simple. Donc, on distingue quand même 3 des boîtes, hein, donc entre l'atmosphère, l'océan, et puis supérieur et inférieur pour le mixage du CO2. Et puis, on distingue la température de l'océan et la température des liquides à long terme. Mais c'est vraiment quelques équations, c'est tout. Donc, par rapport à ce que vous faites, c'est simpliste. Donc, là, on s'est intéressé à la circulation thermohaline. Je pense que maintenant, on parle plus de quoi? C'est AMOC maintenant, c'est Atlantic Meridional Overturning Circulation. C'est peut-être plus le terme qu'on voit dans la presse en ce moment. Donc, le système de courant, un vaste système de courant océanique où on observerait qu'il y a un ralentissement dû au changement climatique, où il y aurait un point de bascule. Okay. Et si on passe le point de bascule, on peut arriver à un état stable, donc ce qu'on aimerait éviter. Okay. Bon.
Alors, donc, ses collègues de l'Université de Berne ont utilisé un modèle que vous connaissez peut-être, qui s'appelait à l'époque Berne 2.5D. Moi, ce que j'avais compris, c'est un modèle de complexité dit intermédiaire. Donc, ça tourne relativement rapidement et ça permet de faire un certain nombre de simulations. Okay. Et dedans, ils avaient une modélisation de la circulation thermohaline. Donc, ce qu'ils ont fait de la simulation Monte Carlo. Ils ont regardé à partir je pense, deux grandes familles. À l'époque, ce n'était pas les mêmes qu'aujourd'hui, ce n'était pas les SSP, je pense que c'était A1 et B2, parce que les trajectoires de gaz à effet de serre, avec la simulation Monte Carlo, ils ont regardé à chaque fois où ils atteignaient le point de bascule, en fait. Okay. Donc, tout ça, ça correspond tout ça, ça correspond à des points où on a atteint le point de bascule pour la circulation thermale. Alors, c'est super simple. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a projeté ça sur deux espaces. Ça, c'est l'augmentation absolue de la température et ça, c'est la vitesse d'augmentation de la température. Et puis, par simple régression linéaire, ça nous a défini comme deux espaces. Un espace, donc ça, c'est comme deux contraintes. C'est pas contrainte dynamique, hein, puisque c'est par facteur. Une série de contraintes sur la température, donc il ne faut pas chauffer trop, disons, pour éviter d'être dans une zone dangereuse pour la circulation thermale. Et ça, c'est une contrainte sur la vitesse d'augmentation de la température. Donc, pareillement, on dit qu'il ne faut pas chauffer trop vite, pas que la température augmente trop vite. Sinon, on risque de se trouver près d'un point de bascule, puis ça peut être dangereux. Donc, pour être prudent, on va éviter ces deux zones-là. Okay. Donc, ça, c'est leur travail. Puis moi, ce que j'ai pris ces deux contraintes et mis dans Merge. Okay. Puis j'ai regardé ce que ça donne. Donc, on a considéré, en fait, ça c'est important, trois scénarios sur la sensibilité du climat. Donc ça, c'est ce qu'on avait choisi à l'époque. Je pense que c'est peut-être relativement valable. L'eau, la sensibilité basse, c'était 1,5, la sensibilité médiane, 3, et la sensibilité haute, entre guillemets, 4,5. Okay. Et puis après ça, on a regardé une série de scénarios. Bon, un scénario de base, pas de contraintes sur les gaz à effet de serre. Puis aussi, en fait, c'est qu'on dit ça, c'est counterfactual, c'est contre-intuitif ou contre-réalité. Il n'y a pas de dommage. On peut regarder juste s'il n'y avait pas de dommage, qu'est-ce qui se passerait. Bon, c'était les périodes Kyoto, donc on avait des scénarios post-Kyoto, on avait des trajectoires de réduction. Et puis après, où on impose les contraintes. Alors, je pense que c'est pas mal intéressant, le résultat sur les émissions de gaz à effet de serre. Alors, c'est très contrasté. Alors, vous avez cette baseline, cette scénario de base là, qui monte. Là. Encore une fois, il n'y a pas de dommage. Donc on utilise les fossiles tant qu'on fait. Maintenant, si on met les contraintes, et ça, c'est la trajectoire post-Kyoto. Donc, ça, grosso modo, c'était environ un petit peu plus que 50, un peu moins de 50% de réduction en 2050. Okay. Alors là, avec une hypothèse de sensibilité basse du climat et avec un modèle, on s'entend, très simple, voire simpliste, pour les températures, la trajectoire optimale, c'était comme jusqu'en 2050, il n'y a comme rien à faire. Okay. Et c'est seulement à partir de 2050 qu'il faut faire une transition vers un système bas carbone, donc réduire les émissions de gaz à effet de serre. Si la sensibilité est moyenne, selon le modèle, pour respecter les contraintes pour éviter de s'approcher de ce point de bascule-là par rapport à la circulation thermale, c'est environ 50% de réduction des émissions par rapport à 2050. Et c'est seulement si on a une sensibilité élevée qu'il faut être à quasiment au net zéro, à zéro, et c'est mondial, hein, en 2050. Okay. Donc on voit qu'il y a un grand écart hein, en fonction de la sensibilité du climat. Ça, c'est ce que dit le modèle. Okay. Bon, et évidemment, comme c'est un modèle, bon, je vais passer là-dessus, mais on peut regarder, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire pour le secteur énergétique. Alors là, on voit, c'est intéressant, on va revenir tout à l'heure là-dessus, comparer à ce qu'on fait maintenant. Là, on avait un regard, on n'était pas capable de dire est-ce que c'est de l'éolien, est-ce que c'est du solaire, est-ce que c'est du nucléaire. On sait que c'est plus ou moins cher et que c'est bas carbone. Ça, c'était un peu la philosophie du modèle à l'époque. On s'en va maintenant vers quelque chose d'un peu plus récent. C'est un papier qui date de 2019, qui a été publié dans The Energy Journal, où on a regardé l'adaptation au changement climatique. Donc, on a rajouté dans le modèle Merge l'adaptation au changement climatique. Donc, et on a inclus deux formes d'adaptation, l'adaptation dite réactive et proactive. Alors,
Donc ça, c'est une autre version, une autre façon de représenter le modèle. Donc toujours le modèle macroéconomique avec la fonction CES, donc production. On a module énergétique avec le calcul des émissions du consommation énergétique. On a un module climatique dans lequel, en fait, on a des hypothèses sur les émissions non énergétiques. Okay, bon, les changements de température. Et après, on va distinguer les dommages bruts et les dommages nets. Okay, donc, on va pouvoir s'adapter au changement climatique. Et les dommages nets, évidemment, ça impacte la capacité de production. Donc, rentrer un petit peu dans le détail. Alors, restez avec moi parce que c'est la macroéconomie. C'est peut-être assez éloigné de ce que vous faites. Donc, on a des hypothèses sur les dommages hors marché. Donc là, c'est une propension à payer. C'est-à-dire que c'est les économistes qui vont interroger les consommateurs, combien seraient prêts à payer pour sauver les ours polaires, je serais prêt à donner tant, puis ils en tirent des notions de combien on serait prêt à baisser notre consommation pour éviter des changements importants du climat. Donc on a cette notion-là dans le modèle. Et après ça, pour les dommages marchés, donc ça, c'est des choses qui sont super standards dans les modèles d'évaluation intégrée. On a des fonctions qui sont polynomiales de la température pour les dommages. Okay, donc ici, on a un t plus alpha, un t plus t à la puissance alpha. Alpha 3, ici, c'est un troisième paramètre. Et typiquement, c'est entre 1 et 3. Souvent, c'est polynomial, donc c'est une température au carré. C'est pas mal ça, ce qui est utilisé dans les modèles, avec des variantes, c'est pas mal ça. Évidemment, le paramétrage va varier d'un modèle à l'autre. Donc, nous, pour ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, OK, on peut s'adapter, et on a utilisé ici cette forme fonctionnelle. On a les dommages divisés par 1 plus l'adaptation, en fait, totale. Okay, donc, ça veut dire que potentiellement, les dommages peuvent être réduits à 0 quand on dépense énormément. Mais évidemment, c'est marginalement décroissant. Par chaque dollar, on a un impact moindre. La macroéconomie, c'est-à-dire que c'est à peu près raisonnable de dire que c'est marginalement décroissant. On va commencer par investir dans les mesures d'adaptation qui coûtent le moins cher, puis après, il faut aller vers des mesures de plus en plus chères. C'est pour ça qu'on veut capturer ceci. Et après, donc on a deux formes. On a la forme réactive. Ça veut dire que c'est des mesures dans le modèle qu'il faut payer à chaque période. Donc, par exemple, vous voyez une tempête arriver, je vais simplifier au maximum. Vous voyez une tempête arriver, vous mettez des sacs de sable. Protégez vos bâtiments, votre territoire. Et ça, évidemment, à chaque période, il faut remplir les sacs et puis les mettre. Ou alors, on a du proactif. Là, on construit un capital. Donc, ça veut dire, par exemple, qu'on va investir dans des digues. Et les digues, elles vont rester en place. Il faut éventuellement les maintenir. Donc, il peut y avoir une dépréciation, puis les maintenir, mais c'est un capital. Okay, donc, encore une fois, c'est de la macroéconomie. On a ces deux notions de dépenses et de capital qu'on accumule. Et ce qu'on dit aussi, ça, c'est une fonction, c'est une cote Douglas. Donc, on a donc c'est une élasticité de suspicion constante aussi. Et ça veut dire simplement que ce n'est pas des substituts exacts entre le proactif et le réactif. Okay, donc, on essaie juste de capturer le fait que ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, ce n'est pas des substituts exacts. Après, évidemment, c'est calibré tout ça. Bon, après ça, c'est une équation pour montrer que donc le stock, il y a une dépréciation, puis on peut réinvestir dedans. Donc la digue s'abîme, on réinvestit pour soit la maintenir ou la rehausser. Donc ça, c'est le coût total d'adaptation. Ça vient d'une dépense d'investissement et puis de ce qu'on paye à chaque période. Et puis c'est intéressant ici, il faut remarquer que les dommages, c'est à la fois les dommages résiduels plus le coût d'adaptation. Donc le coût d'adaptation est inclus dans le modèle, dans les dommages. Bon. Alors c'est calibré notamment sur... Nordhaus, il a fait le modèle DICE, c'est un modèle mondial, une seule région, puis il a fait un modèle RICE avec plein de régions. Donc là, on a calibré ça sur le modèle RICE et une version qui a été faite en fait par ma collègue qui a travaillé sur ce modèle-là, qui s'appelle ADRICE. Bon. Tout ça, c'est calibré. Alors, rapidement, on a regardé quelques scénarios en comparant avec ou sans adaptation. En fait. Bon. À peu près la même trajectoire, c'est la même baseline, c'est toujours entre guillemets la vieille version du modèle Merge.
Ici, c'est la trajectoire optimale lorsque on n'a que no adaptation, que l'atténuation. Okay. Donc, pareillement, c'est du coût-bénéfice, donc on n'est pas en net zéro en 2050. Okay. Mais on dit à un moment donné, il va falloir faire une transition rapide pour aller vers du bas carbone. Par contre, quand on va aller juste vers l'adaptation, les deux mélangés sera beaucoup plus simple. Là, grosso modo, on gagne 20 ans avant de faire une transition rapide. Donc, entre le modèle simpliste, qui est le modèle Bahama, on disait on gagne une dizaine d'années, et au modèle que je qualifierais de simple, pas de simpliste, c'est un peu plus complexe. À peu près les mêmes notions, là, quand on fait du coût-bénéfice, avec l'adaptation, on gagne un petit peu de temps par rapport à y aller à fond vers la transition énergétique. Elle est inévitable, la transition énergétique, mais on a un petit peu de temps pour le faire. Et l'adaptation nous permet de gagner du temps. Donc là, on voit que lorsqu'on laisse un petit peu aller de quelques décennies, je crois que la différence de mémoire, c'est 0,1 ou 0,2 degrés de température. Ça, c'est du 2110. Et remarquez ici, c'est par rapport au niveau de 0, c'est en 2000, hein, ce n'est pas le niveau industriel ici. Par contre, au point de vue des dommages moindres, c'est de l'ordre de 0,5% de PIB en 2110, sur ce qu'on gagne avec l'adaptation. Donc, c'est efficace de faire l'adaptation. Et toujours, on peut regarder, bon là, j'ai regardé par exemple l'énergie primaire. C'est quoi la part des fossiles? C'est quoi la part des énergies primaires? Bon, il reste 12 minutes, c'est ça? Oui, c'est quoi? Ça le fait le plus gros, je pense que ça va aller vite maintenant. Plus de temps pour des questions. Donc, on est en train de reprendre le modèle AdMerge. Et on appelle ça la version 2.0 parce qu'on change pas mal de choses. On a mis à jour l'année de référence. Donc, avant, c'était 2000, maintenant, c'est 2015, c'est à peu près ce qu'on trouve dans les statistiques économiques, à peu près plus récentes. On est passé de 9 à 15 régions. Donc là, par exemple, on a, en Amérique du Nord, on a le Canada explicite, on a les États-Unis explicites. Alors, pour l'instant, oui, on a le Mexique explicite. Amérique du Sud, on avait une collègue brésilienne qui était venue faire un séjour, donc on s'est dit on voulait faire une région brésilienne. Donc on a le Brésil et puis le reste d'Amérique du Sud. Okay. On a pour les BRICS, en fait, on a la Russie, l'Inde, la Chine, le Brésil explicite. L'Afrique du Sud, elle est dans le bloc africain. Donc là, on a un bloc africain. On a un bloc européen, etc. Donc on a à la fois des blocs et des régions spécifiques. Pour l'instant, le Groenland est toujours avec l'Europe. Pas que ça change grand-chose nécessairement dans ce modèle. Voilà. Pour le Canada, ça c'est un travail qui est en cours. On veut le désagréger. Donc, j'ai une doctorante qui travaille présentement dessus. On veut avoir pour commencer 3 blocs Est, Ouest et puis Nord. On a pas mal travaillé sur la représentation du secteur de l'énergie. Maintenant, on n'a que des technologies spécifiques. Donc, on va avoir, par exemple, tout ce qui est les fossiles, pétrole, gaz, charbon. Ça, en vérité, c'est un truc qu'on pourrait détailler un petit peu plus. C'est assez agrégé pour l'instant dans la biomasse. Ensuite, pour l'électricité, on n'a que des technologies explicites. Donc, par exemple, maintenant, on a le solaire explicite, on a l'éolien de façon explicite. On a aussi la capacité des batteries de façon explicite, et ainsi de suite. Donc, évidemment, tout ce qui est fossile aussi, c'est explicite. On a, pour l'énergie non électrique, on a donc du fossile synthétique à partir du Fischer-Tropsch. On a pas mal de technologies pour faire de l'hydrogène. On est en train de finir un projet sur l'hydrogène, ce qui explique cela. Donc, on a pas mal de technologies explicites pour l'hydrogène.
Et puis on a, alors ça j'ai regardé et j'ai pas trouvé de bonne traduction. Le curtailment, c'est comme une réduction, une coupure. Hein, non, je ne reviens là-dessus. Mais bon, on a cette possibilité. Enfin, il faut prendre en compte ceci là, quand on a de l'éolien et solaire dans le modèle. Hein. En éolien, vous hybridé, je pense. Ok, hybridé, d'accord. Hybridé, oui. Ok. Hybridé une éolienne. Et donc, ça, on a l'électricité d'un côté, puis pour les non électriques, on a donc les produits pétrole, gaz, charbon, biomasse, les fossiles synthétiques et l'hydrogène, de façon explicite. Bon, un petit peu de détails là pour quand on commence à mettre éolien et solaire, il faut tout de suite mettre un petit peu de détails. Donc, on a par exemple différentes classes de potentiel. On a le coût jusqu'au réseau. Donc, ça, c'est dynamique aussi. Alors, pour le Canada, par exemple, on a pris des sources de Environnement Canada pour le potentiel éolien. Pour le potentiel solaire, ça vient de National Research Council, le Conseil de recherche national, je pense. On a mis dedans ce qui s'appelle, alors ça, c'est en français, c'est comme les courbes de charge résiduelles. Alors, c'est quoi cette affaire-là? C'est qu'en fait, ça, c'est une courbe de charge, telle qu'elle est représentée, de façon traditionnelle. Donc, on a sur une année la base, les différentes consommations intermédiaires, puis la pointe. Okay. Et lorsqu'on a une augmentation de la part d'énergie intermittente, on a cette courbe-là qui se déplace, ce qui fait qu'on a une partie ici où on a les éoliennes qui tournent ou les photovoltaïques qui marchent, mais on n'a pas de demande. Donc, il faut le brider, c'est perdu, ou alors on le stocke. Donc, on a cette capacité ici dans le modèle de stocker cette énergie-là. Et bien entendu aussi, on a la pointe, on a des contraintes sur la pointe, puis la pointe est moindre quand on a une pénétration plus importante d'énergie intermittente. Et donc, pour la pointe, on a des contraintes de flexibilité, ce qui fait qu'il faut qu'on ait de la capacité là pour la pointe. On ne peut pas avoir que de l'éolien et du solaire là, dans le système. Voilà. On a passé en fait beaucoup de temps sur la calibration du modèle. Donc, on se sert, donc le GIEC utilise comme une base, on dit un repository, une base de dépôt, IASA, vous pouvez peut-être connaître, qui est à Vienne. Et dedans, il y a ce qui s'appelle par scénario, en fait, il y a tous les résultats des modèles du GIEC. Alors, principalement les modèles que j'ai montrés au départ, là, comme une dizaine de modèles. Donc, par scénario, il y a tous les résultats. Et on a utilisé la dernière version 3 qui, en fait, date de quelques mois. Donc, à quoi ça ressemble une calibration? On va, par exemple, regarder que notre baseline est calibré sur un scénario. Donc là, on a calibré sur du SSP2. Donc, ça veut dire toutes les hypothèses de croissance économique potentielle, de population, etc. Ça provient de SSP2, donc le middle of the road, le scénario moyen. Okay. Et en fait, ça s'approche d'un forçage radiatif de 7.0 en 2100. Okay. Donc, c'est SSP2-S7.0. Donc, on voit qu'on suit quand même pas mal. Donc, en pointillé, c'est la trajectoire moyenne du GIEC, si on peut dire, et ça, c'est notre trajectoire à nous. Pas mal, versus notre ancienne baseline, qui était sur d'autres trucs. Après ça, on peut regarder, bien ça, c'est pas mal difficile, ça prend du temps, si on regarde région par région, c'est sûr que ce soit calibré. Alors là, comme on appelle ça en français, les box plot, boîte moustache. J'ai fait ma présentation en français de France à Paris, et là, il m'a dit non, on utilise box plot aussi. Donc, c'est en France. Hein. Donc, je crois qu'on peut dire boîte moustache aussi. Okay. Donc là, le diamant, ça c'est ici, par exemple, par région. Le B, c'est l'énergie primaire, et en dessous, c'est l'énergie électrique. Donc la production, consommation d'énergie électrique. Ça, c'est donc les moyennes GIEC, et nous, on est le diamant. Donc, on est pas mal, disons, dans la moyenne. On n'est pas aberrant par rapport à la moyenne du GIEC. Donc, c'est plutôt rassurant, même si on regarde ça région par région. Donc, je n'ai pas malheureusement de scénario d'adaptation à vous montrer parce qu'on est encore toujours en train de le calibrer, donc je préfère pas vous montrer. Mais ça ressemblerait pas mal à ce que j'ai montré avec la version 2.0, c'est-à-dire dans le coût bénéfice, on est un petit peu au-dessus. Donc là, on a regardé un scénario de base, une baseline. Les dommages ne sont pas comptabilisés.
Donc, c'est ce qu'on dit de counterfactuel. C'est juste pour voir qu'est-ce qui se passerait si, admettons, il n'y a pas de dommage. On a un scénario dit de référence. Et là, ce qu'on a pris, c'est donc l'Agence internationale de l'énergie fournit des trajectoires d'émissions conformément soit aux politiques qui ont été déjà mis en place ou aux announced pledges. C'est les objectifs annoncés, mais il n'y a pas nécessairement encore de mesures en place pour les atteindre. Okay. Donc là, c'est les politiques qui sont déjà mis en place. Et là, c'est des objectifs qui sont annoncés. Okay. Donc, les politiques mises en place, vous allez voir qu'on n'a pas tout à fait la même trajectoire. C'est parce que ce n'est pas des contraintes, on met une taxe sur les émissions. Donc, c'est la façon dont le modèle réagit à la taxe. Okay. Et là, ça suit exactement parce que là, c'est des contraintes. Okay. Et donc, dans les deux cas, évidemment, les dommages sont considérés, mais par contre, on n'a pas d'adaptation. Enfin, l'adaptation est là, mais la calibration n'est pas encore au point, donc on ne va pas le montrer. Alors, à quoi ça ressemble quand on regarde les trajectoires d'émissions? Donc, en pointillé, ici, vous avez le STEPS, donc les politiques annoncées de l'IEA, et ça, c'est notre modèle. Donc, on suit quand même pas mal. C'est encore une fois la façon dont le modèle réagit au niveau de taxes carbone qui sont annoncées ici dans le STEPS. Okay, donc, c'est quand même pas mal. Et puis là, c'est la trajectoire. Donc ça, c'est les émissions de CO2 du secteur énergétique. Ça suit exactement, évidemment, les announced pledges, donc les IEA APS, parce que c'est une contrainte ici dans le modèle. Donc maintenant, quand on ajoute les émissions totales, donc aussi le secteur hors énergétique, pour ça qu'on appelle ça net zéro, parce que ça correspond à un net zéro en 2100. Et ceci, la trajectoire de l'IEA, on n'est pas très loin du SSP2 4.5. Okay. Quand on regarde les températures. Donc là, on en est à une température environ 2.5. Ça, je pense que c'est par rapport à l'ère industrielle, si je ne me trompe pas. Alors que là, on est sur du 2. Okay. Net zéro en 2100, on est vers du 2. Alors, toujours d'après notre modèle. Sinon, cette trajectoire-là, on est 2.5. Et puis les trajectoires, la stratégie de référence, on est à 3.5. Donc, à partir de là, on peut regarder, et c'est là que le modèle commence à être pas mal plus détaillé. Pour l'énergie primaire, maintenant, on distingue par exemple la biomasse, le nucléaire, l'éolien, le solaire. Quand on regarde, ça c'est le final energy, on voit par exemple, on distingue encore une fois le bioénergie, l'électricité. On peut regarder justement l'électricité, on voit les différentes technologies ou les différentes filières qui sont utilisées. Et encore une fois, on travaille sur l'hydrogène, donc là on regarde les différentes sources de production, donc les différentes filières hydrogène qu'on peut distinguer dans le modèle. C'est une nouveauté. Okay. Bon, ma montre, j'ai 59, je suis à peu près dans les temps. On avait dit que j'étais droite. Donc évidemment, je suis loin d'être tout seul. Donc là, j'ai présentement 3 doctorants qui travaillent, un assistant de recherche, un étudiant en maîtrise et puis une personne au postdoctorat qui travaille aussi sur le modèle. Voilà. Et bon, je remercie les sponsors financiers. Voilà. Vraiment, en tout cas, moi, j'ai adoré cette avis personnel. Donc, s'il y a des questions dans la salle ou en ligne, je vais commencer dans la salle. Donc, Olivier, juste pour dire les 2 premières rangées, si vous pouvez rester assis, si vous avez des questions plus loin, il faut se lever et se rapprocher. Olivier, t'es correct. Moi aussi, j'ai vraiment aimé ça comme donné. Je me demandais, tu sais, en climat, mettons, global, il y a les CIMIT, qui sont comme vraiment un projet de comparaison entre les modèles. Est-ce qu'il y a quelque chose de similaire avec les IAM? Mettons, pour un même SSP, toutes les IAM vont rouler le même SSP. J'imagine qu'il y a des genres d'exercices comme ça. Puis si oui, c'est quoi les incertitudes principales qui sont trouvées? C'est quoi les différences principales entre les modèles? Est-ce que ça se suit vraiment la manière que l'économie est modélisée? Est-ce que c'est les hypothèses, tous les paramètres pour différentes technologies, etc.? Alors, réponse en 2 temps. D'abord, est-ce que ça se fait? Oui. Il y a beaucoup d'exercices de comparaison de modèles au niveau international, mais aussi au niveau canadien.
Donc, récemment, j'ai participé à des travaux dans le cadre de ce qui s'appelle Energy Modeling Hub, qui est en fait à Montréal, où on fait des exercices. On s'intéresse plus au Canada, mais il y a aussi des modèles d'évaluation intégrée. Donc, l'Environnement Canada a un modèle qui s'appelle ECIAM, entre autres, qui a un ancêtre commun avec le modèle que j'utilise. À la base, c'est un modèle Merge. Et donc, chacun apporte son modèle et on regarde les différences, effectivement, de résultats. Alors, par rapport à l'autre question qui est les différences qui sont observées, c'est deux natures, c'est structurel et paramétrique, je dirais. Et structurel, ben, c'est pas mal ce que j'expliquais là. C'est comment est-ce que les agents voient le futur, comment est-ce que l'économie est représentée. Est-ce que c'est l'approche macroéconomique ou est-ce que c'est plus technique-économique avec un détail. Et puis après ça, c'est le paramétrage. Donc, par exemple, une chose importante, c'est quand on regarde l'évolution des gaz à effet de serre, c'est tout le progrès technologique. Donc, est-ce que c'est endogène? Là, bon, c'est pas mal des hypothèses historiques sur la vitesse de diminution des coûts, ou est-ce que c'est exogène? Puis là, c'est un petit peu soit l'expertise ou tu fais de la simulation sur c'est quoi, selon toi, le potentiel de diminution de coûts d'hydrogène, par exemple, dans les prochaines décennies. Donc, c'est un peu tout ça. J'avais exactement la même question que lui. J'ai aussi peut-être un aspect particulier. Dans le fond, c'est ça, nous, quand on a un ensemble de modèles de climat, tout à peu près un niveau de complexité similaire. Ouais. Et ici, on voit que vraiment la diversité est très grande. Oui, absolument. Nous, on accepte de faire une moyenne. Mais ici, par exemple, vous créez un ensemble pour une problématique spécifique. À quel point vous acceptez justement la diversité de types de composantes qui sont impliquées dans les modèles, dans les niveaux de complexité. Comment vous traitez ça? Mais en fait, moi, dans les dernières années, j'ai surtout travaillé sur le volet énergétique. Donc, les derniers exercices que j'ai faits, c'était avec le Stanford Energy Modeling Forum, donc plus la partie énergétique de ces modèles-là. Et ben, on vit avec ça, quoi. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander aux équipes de chercheurs de changer le modèle. Donc, on vit avec ça. On essaye, en fait, ce qu'on essaye beaucoup de faire, c'est de prendre des hypothèses communes. Par exemple, sur le contexte macroéconomique, par exemple. Donc, on essaye de s'ajuster sur si on a la croissance de la population, si on a la croissance de la demande de l'énergie utile. Si certaines hypothèses comment dirais-je, de progrès technologique aussi. On essaie un peu de s'harmoniser là-dessus. Et puis après ça, on vit avec les différences structurelles. Puis justement, on essaie de regarder la dispersion des résultats, puis se dire aussi d'où ça vient, d'essayer de comprendre. Et ça donne une espèce d'enveloppe, puis dire, OK, ça peut être par là-dedans. Oui, ça me va aller encore avec ce que Olivier Martin a posé. Peut-être que vous l'avez dit, parce que là, je m'excuse de ne pas répéter, mais comment vous validez, en fait, pendant vos hypothèses? Nous, par exemple, quand on fait des simulations, on fait des simulations historiques, donc on comparer notre modèle avec les observations. Faites-vous une validation du genre avec vos hypothèses avant de les enrouler dans le futur? Puis, le deuxième volet de ma question, c'est peut-être de comment vous intégrez, si vous suivez le marché, par exemple, le marché est tellement chaotique, plus que nos propres équations à nous, quand on pense de ce qui se passe, tout ce qui vient de se passer aux États-Unis, mais tu sais, la montée de la droite, les guerres qui se passent, ce genre de trucs qui va très mal se modéliser. Vous avez des hypothèses certainement. Toute cette validation-là, comment elle se fait? Ouais. Alors, peut-être, je vais passer peut-être un peu vite là-dessus. En fait, par rapport aux tendances passées, là, il y a deux types de modèles. Il y a des modèles de simulation et des modèles d'optimisation. Donc, les modèles de simulation, eux, ils vont typiquement avoir pas mal de données historiques. Ils vont souvent projeter des tendances. Okay. Donc là, c'est très bien calibré sur l'historique. Mais par contre, ils ne permettent pas de calculer une politique optimale. Okay. Donc, c'est-à-dire, sous des hypothèses que les agents ont une connaissance parfaite, ils ont un comportement, c'est parfait, il n'y a pas des frictions sur le marché, etc. Ce serait quoi ce qu'il faudrait faire de mieux? C'est une politique optimale. Les modèles d'optimisation, ce qu'on fait à la fois disons, une année de référence. Donc, tu calibres ton modèle pour reproduire une année de référence.
Et puis après ça, tu peux avoir, par exemple, s'il y a des paramètres, typiquement d'élasticité, par exemple, c'est des élasticités historiques. Donc, c'est-à-dire, par exemple, historiquement, lorsqu'il y avait, je sais pas, l'électricité qui coûtait tant de cents de plus qu'une autre source, on observait ce type de transition entre telle source et telle autre. Donc, on conserve ces valeurs-là. Ça mélange un peu entre les deux. Et puis, c'est pas mal d'autocalibration au sens où on regarde un peu ce que font les autres, surtout quand on fait partie d'exercices de comparaison intermodèle, là. Puis ça permet de se dire, oh bah tiens, moi j'ai vraiment une valeur extrême dans tout le lot, là, d'où ça vient? Est-ce que je suis vraiment confiant que c'est ça? Puis bon, bah, je le dis avec, puis je l'explique. Ou alors je dis, oups, peut-être que j'ai un truc qui m'a calibré. À un moment donné, quand vous compariez les coûts, les effets d'atténuation, d'adaptation, je ne sais pas si j'ai entendu le bon chiffre, mais vous avez mentionné que le pourcentage de PIB qui était relié à l'adaptation, 0,5 ou 5, Je pense que c'était du 0,5%. 0,5. Ouais. Alors, ma question, c'est pas tant sur le graphique, mais quand on fait face à une récession, on a un changement de PIB aussi. C'est quoi un peu le coût de l'adaptation versus ce que ça représente en termes de PIB quand on entre en récession, par exemple? C'est une bonne question. Je n'ai pas les chiffres nécessairement en tête, mais là, c'est les baisses par rapport à... Donc, en fait, ça, c'est des pourcentages de baisse par rapport au développement normal. Donc, si c'est par exemple 1 point, mais c'est 1 point de pourcent par rapport à la trajectoire où il y a une croissance déjà. Okay. C'est relativement par rapport à cette trajectoire-là. Les récessions, on s'en remet. Oui. On finit par s'en remettre, tandis que j'ai l'impression que parfois les décideurs s'imaginent des coûts d'adaptation, c'est peut-être excessif, mirobolant, mais si c'est du même ordre de grandeur qu'une récession, donc on se remet. Et en fait, là, ce que ça dit, en fait, moi, c'est plus comme ça que je l'interprète. Ce que ça dit, c'est que ça coûte moins cher de faire un mélange d'adaptation et d'atténuation que faire juste de l'atténuation. Donc, d'une part, l'adaptation, d'une part, encore une fois, c'est des modèles macroéconomiques, bon, c'est simple, hein, mais ce que ça dit, c'est que d'une part, l'adaptation est toujours efficace, toujours en faire, et que c'est mieux de combiner adaptation et atténuation que de faire juste l'atténuation. Ça, je pense que c'est les deux messages qualitatifs qu'on peut tirer de ce genre de modèle. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas si j'ai manqué à la fin le dernier, le truc avec AdMerge 2.0. Ouais. Est-ce que vous parlez des scénarios net zéro? Est-ce que vous avez montré c'est quoi les coûts de chaque. Non, j'ai pas montré les coûts, j'ai montré juste des trajectoires. OK. On pourrait sortir les courbes là, mais bon, je voulais juste un peu illustrer les résultats des modèles, montrer comment le calibrage du modèle répond un petit peu à ce que tu trouves dans la littérature, dans le GIEC ou autre, là. Et puis, à quoi correspondent ces trajectoires en matière de transition énergétique. Parce que juste intuitivement, je me demande toujours à quel point finalement les trajectoires de CO2 suivent simplement la minimisation des coûts en ce moment. Vu qu'on a comme les énergies renouvelables coûtent moins cher, puis naturellement on les adopte, puis il y a des politiques climatiques, mais je me demande à quel point. Peut-être je pourrais vous montrer ça parce que je m'attendais à des questions là-dessus, mais j'en ai pas eu. Peut-être cette trajectoire-là. Ici. Pourquoi on entend qu'il faut être à net zéro en 2100 ou même en 2050 si on veut éviter comme des changements catastrophiques, etc. Et pourquoi est-ce que ces modèles sont pas mal plus hauts là? Et en fait, donc c'est du coût-bénéfice, c'est-à-dire que tu vas à la fois comptabiliser combien ça te coûte pour faire la transition énergétique, et puis d'autre part, combien tu économises en dommages. Okay. Et les coûts sont actualisés, c'est-à-dire que les dommages, quand même, on peut s'attendre à ce qu'il y ait plus de dommages dans le futur que présentement. Et quand tu actualises, tu les vois de façon moindre. Okay. Donc, un décideur rationnel aujourd'hui, puis on ne sait pas trop comment faire d'un point de vue économique, ça prend un taux d'escompte. Quand vous allez à la banque, ils ne vous donnent pas d'argent gratuitement. Donc, dans l'économie, il y a un taux d'escompte.
il y a des taux d'intérêt. Donc, quand tu actualises, ben, tu es dans cette trajectoire-là. Donc, vu d'aujourd'hui, si on est un peu égoïste, on dirait non, il ne faut pas être à net zéro du tout en 2050, d'une part. Puis d'autre part, effectivement, on peut même encore retarder la transition si on fait l'adaptation. Efficace d'un point de vue économique. Ça coûte moins cher. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ouais, ben non, mais c'est super intéressant, mais je me demandais justement par rapport aussi à la question de Dominique, s'il y a des cas, peut-être pas avec les changements climatiques, je n'ai pas un autre exemple, mais mettons qu'on prend le 20e siècle, puis on fait le même genre de calcul, mais par rapport à un autre phénomène, est-ce qu'on retrouve essentiellement cette En fait, optimisation-là? Là, ça part, comment dirais-je, c'est des modèles qui ne cherchent pas nécessairement à reproduire exactement le comportement des individus, qui est beaucoup plus complexe. Ça donne simplement une indication de ce qu'il faudrait faire, peut-être dans un monde idéal, où on agit de façon rationnelle. Donc là, on a des consommateurs qui maximisent leur bien-être. On peut avoir des producteurs qui vont maximiser leur profit. Ils ont l'information complète sur ce qui se passe dans l'économie, ce qui n'est pas le cas, par exemple. Donc, dans l'économie, on n'agit pas de façon rationnelle, il y a des frictions, etc. Donc, ce n'est pas des modèles, ce sont des projections à long terme qui sont faites pour répondre à ces questions-là. Là, il faudrait plus aller vers, je parle de la théorie des jeux ou faire de la microéconomie pour regarder un petit peu le comportement plus réaliste des consommateurs sur des marchés. Donc ça, c'est comme une image d'un futur possible, puis ça donne des trajectoires ou ça donne des directions, c'est pas plus que ça. Et ça n'a pas plus de prétention, en fait. Donc il y a du bon usage et du mauvais usage de ce genre de modèle. Peut-être la dernière question, après ça, les gens vont passer, mais on va continuer à discuter avec Olivier. Mais Étienne, il faudrait juste que tu parles fort. Je vais parler fort. Plus fort. Je vais parler plus fort. Je vais me rapprocher pour être sûr de bien J'ai déjà répondu en bonne partie. Je m'étais posé la question du comportement des agents économiques, qui est typiquement quelque chose de très rationnel, qui, dans cette approche, ne voit pas nécessairement de changement de philosophie. Qu'est-ce qu'on met derrière comme consommation? La deuxième question, là, que je me pose dessus, c'est les flux énergétiques. C'est ce qui fait la transition, mais c'est ce qui fait le lien entre différents usages. Il n'y a pas de limite sur d'autres d'approvisionnement, comme les métaux, comme d'autres types de ressources. Est-ce que je pose cette question parce que côté européen, entre autres, dans des pays comme ça, des listes de matières premières sous tension qui peuvent justement largement conditionner notre adaptation, notre atténuation, etc. Ouais. Deux excellentes questions, merci. Première, effectivement, j'ai partiellement répondu. Là, ça reste de la macroéconomie néoclassique, on va dire. Donc, les agents sont rationnels, il y a des marchés qu'il faut équilibrer, etc. Il y a d'autres pistes, donc par exemple la théorie des jeux ou des approches multi-agents. Donc, il y a des gens qui font des modèles multi-agents où on intègre un peu plus des comportements spécifiques d'agents, mais on est limité par la taille des modèles et puis la temporalité qu'on peut étudier. Donc, je dirais, il y a dans la boîte à outils différents modèles. Il faut prendre les modèles pour répondre à cette question. Et puis, le mieux, c'est de les combiner, effectivement. Dire, ah oui, mais là, ton truc, tu ne prends pas ça en compte. Regardons cette partie-là avec un modèle un peu plus spécialisé, où je vais peut-être regarder pour une période ou deux de façon plus détaillée, et je peux quand même me renseigner sur des trajectoires à long terme avec ce genre d'exercice. Les flux de matière, ça c'est une excellente question. Effectivement, la plupart des modèles d'évaluation intégrée ne prennent pas en compte. Il y a des modèles énergétiques, comme par exemple les modèles Times. J'ai parlé du modèle TIAM. Donc le modèle Times, c'est un modèle énergétique super détaillé, où il y a des versions avec flux de matière. Donc oui, ça c'est des choses auxquelles il faut qu'on pense à intégrer, mais bon, si on fait ça progressivement, et oui, je pense effectivement super important de regarder ça. Et ça me fait penser, j'avais fait un exercice il y a quelques années avec le CIREG sur la circularité de métaux. On avait regardé, je pense, le fer, le lithium, je me souviens plus lesquels. Et on avait fait, donc il y avait une analyse ACV, une analyse flux de matière. Et nous, on avait utilisé un modèle Times pour le Québec, où on avait regardé un petit peu avec le volet énergétique. Donc, on avait mis quelques stratégies en place de circularité dans un modèle énergétique. Donc, je dirais plus, c'est comme on dit, le forefront, c'est un petit peu la pointe de la recherche, cette histoire-là. C'est idéal de s'intégrer ça aussi. Juste avant de quitter, il y a juste une question en ligne, que je vais la répéter, de Catherine Morin qui dit il y avait 0,8 quelque chose associé aux dommages hors économie.
par exemple, l'exemple Ouais, que tu as donné ouais, avec les ours polaires, est-ce que jouer sur ce chiffre changerait beaucoup le portrait? C'est une bonne question. Je ne me souviens pas qu'on ait fait tellement d'analyses de sensibilité là-dessus, donc j'aimerais pas te donner une réponse précise là-dessus. Ce qu'on est en train de refaire, la version AdMerge 2.0, où on recalibre les dommages et l'adaptation, on va enlever ça, ces notions de dommages hors marché, et puis on va être un peu plus détaillé en suivant. Je ne sais pas si vous connaissez le modèle FUNS, c'est Richard Toll qui fait ça. Il prend vraiment catégorie de dommages par catégorie. C'est un modèle super détaillé. On essaye de s'aligner là-dessus pour avoir notre fonction de dommage qui va être nécessairement plus agrégée parce qu'on fait de la macroéconomie. Ben, merci beaucoup. Je trouve que vraiment, c'est beaucoup d'intérêt. Fait que merci encore, Olivier. Merci. Au revoir.